Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur le Figaro TV. Au sommaire de Point de vue aujourd'hui, nous serons avec l'ancien ministre de la Transition écologique, ancien président de l'Assemblée nationale, François de Rugy. On viendra évidemment sur l'adoption hier soir dans la douleur du projet de loi de financement de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale. Nous parlerons également de la vision qu'ont les Français de l'écologie et n'est-elle pas finalement trop coûteuse? Est-ce qu'on a vraiment les moyens de nos ambitions en la matière? Ce sera en première partie. Nous reviendrons également avec Pierre Lelouch sur un document qui a beaucoup fait parler cette semaine. Le texte définissant la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine. Après la consternation, les Européens se doivent de réagir. Oui, mais comment? Analyse dans un instant. Et puis le journaliste Éric Revel sera avec nous. Il publie un premier bilan des années Macron. Pourquoi la France a-t-elle perdu le tempo? C'est Mozart qu'on assassine les fiascos de la décennie Macron. Le titre de son livre, son point de vue. Le point de vue d'Éric Revel, ce sera en troisième partie. Bonjour François de Rugy. Bonjour. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Ancien ministre de la Transition écologique, ancien président de l'Assemblée nationale. Vous avez connu à ce titre les débats rugueux de l'hémicycle. Vous suivez, j'imagine, avec beaucoup d'attention les débats autour du budget qui nous occupe ces temps-ci. Le PLFSS qui a donc finalement été adopté hier soir dans la douleur, à quelques voix près. De justesse. Dizaines de voix près. Est-ce que c'est, selon vous, cette adoption, une victoire tactique ou bien une défaite stratégique? Il y a quand même un certain nombre de mesures d'économie qui avaient été prévues dans le texte d'origine, qui sont finalement supprimées, avec notamment la suppression contestée de la réforme des retraites. Alors on pourrait dire que c'est une victoire politique et malheureusement sans doute un peu une défaite économique. Victoire politique au-delà même de la tactique, des négociations entre Sébastien Lecornu, Premier ministre, le Parti socialiste, etc. Il y a quand même un sujet de fond qu'il faut saluer. Il n'y a pas tellement de bonnes nouvelles en provenance de l'Assemblée nationale. L'esprit de responsabilité l'a quand même emporté. Après toutes ces négociations, après toutes ces discussions, si en plus le budget n'avait pas été adopté, alors là, vraiment, ça aurait été quelque chose qui aurait été un fiasco total pour non seulement le budget de la sécurité sociale, mais aussi pour le Parlement. Parce que la fonction du Parlement, c'est de voter le budget. Oui, donc là, au moins, il ne s'est pas dérobé totalement au moment du vote sur le budget de la sécurité sociale. Il faut attendre de voir ce qu'il va en être sur le budget de l'État. L'esprit de responsabilité, coûte que coûte, la stabilité à tout prix, c'est un peu pas justement le retour du quoi qu'il en coûte? Voilà, c'est un peu le retour du quoi qu'il en coûte sous une autre forme, c'est-à-dire que finalement on voit bien que chaque fois qu'il y a une négociation, c'est plus de dépenses, parfois même plus de fiscalité, puisque le Parti socialiste a obtenu, ce qui est quand même un peu un comble, c'était un de ses objectifs, d'augmenter la fiscalité sur les revenus de l'épargne. Parfois on dit les revenus des actions, etc. Oui, mais enfin c'est l'épargne des Français. Même un petit épargnant devra payer un peu plus de fiscalité si il a touché quelques revenus de cette épargne. Bon, moi je trouve que ça c'est pas très glorieux et c'est quand même un peu incroyable quand on y pense que les députés qui sont là pour défendre les intérêts des Français en quelque sorte, alors qu'ils sont très démagos sur les dépenses, ça, alors là faut pas faire d'économie, ça c'est clair et net, mais sur les recettes finalement ils se laissent aller à la facilité qui est d'augmenter les impôts et les taxes. Et c'est vrai qu'on se pose la question quand même sur les effets économiques de ce marchandage. C'est quand même ça qui s'est passé ces derniers temps à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on n'est pas en train de remettre à plus tard des décisions qui sont pourtant urgentes à prendre aujourd'hui? C'est évident. D'ailleurs, Édouard Philippe l'avait dit dès après la dissolution, et il avait raison, ça va être presque 3 ans de perdus. 3 ans de perdus pour, évidemment, aucune réforme ne sera faite. 3 ans de perdus pour l'économie française. D'ailleurs, ce qui est frappant, c'est de voir que dans tous ces débats budgétaires, et là, le Parlement est totalement occupé par les débats budgétaires depuis plusieurs mois, on ne parle pas de la croissance économique. On ne parle pas de la dynamique économique française. Ça devrait quand même être un sujet qui devrait faire, sinon consensus, en tout cas, qui devrait réunir une large majorité de députés, et personne n'en parle, quasiment. À part, il faut le dire, quand même, quelques députés du bloc central. Je vois Guillaume Kasbarian, par exemple, qui s'est beaucoup battu, et alors qui est tout de suite taxé de libéral. Oui, mais il faudrait plutôt mettre un peu plus de liberté économique pour les entreprises, et surtout un peu moins de taxes, d'impôts et de règles. Or, pour l'instant, quand il y a des compromis, ils se font sur des dépenses supplémentaires et malheureusement des impôts et taxes supplémentaires. On n'en parle pas non seulement, et en plus de cela, on se réjouit de l'adoption de ce budget. Est-ce que finalement on ne se tire pas une balle dans le pied? C'est une victoire à la Pyrrhus, Oui, mais budget. Il fallait quand même mieux. Ça, je crois que le Premier ministre avait raison sur ce point, et plusieurs de ses ministres qui se sont exprimés, Stéphanie Rist, par exemple, sur la santé, donc en première ligne sur la sécurité sociale, avait raison de dire que s'il n'y avait pas de budget, en fait, la dérive des comptes publics était encore pire.
Alors, Mais elle n'est pas un assez mauvais contenue, budget que mais pas elle de aurait pu budget. être pire. Et de deux mots, choisissons le moindre. Malheureusement, en politique, c'est parfois cela. Et dans cette Assemblée nationale très éclatée, où on voit bien qu'en fait, on a l'impression que les députés, dans leur très grande majorité, préféreraient que l'Assemblée ne décide pas. C'est vraiment la fuite devant les responsabilités, et ça, c'est grave. Et effectivement, et ce regard que portent les Français sur les travaux des politiques, et en particulier des députés, beaucoup disent qu'ils en ont marre de ces discussions budgétaires à rallonge interminables, de ces arrangements également entre partis. Je vais voter cela, je vais bloquer ceci. Comment vivez-vous cela? Comment l'interprétez-vous? Est-ce que vous comprenez cette exaspération des Français? Moi, je la comprends, et je pense que beaucoup de Français se posent la question, mais à quoi sert donc le Parlement? À quoi sert donc l'Assemblée nationale? À quoi servent donc les députés? Et ça, c'est grave, parce que le cœur de la démocratie, normalement le cœur battant de la démocratie, c'est le Parlement, et au sein du Parlement, c'est l'Assemblée nationale. Et malheureusement, on voit depuis juillet 2024 que c'est plutôt un concours d'irresponsabilité. C'est-à-dire, on se défausse devant les responsabilités, on vote des mesures qui vont dans tous les sens. Certains ont parlé de foire à la saucisse, et c'est vrai que d'un point de vue budgétaire, on a l'impression que c'est la foire à la taxe, la foire à l'impôt supplémentaire. D'ailleurs, les députés votent des amendements dans tous les sens, puis lorsqu'il s'agit de voter le budget global à la fin, vous avez vu, sur le budget de l'État, il n'y a qu'un seul député qui a voté pour. Vous voyez un peu l'absurdité dans laquelle on se retrouve. Alors même qu'il y a derrière tout cela des réalités extrêmement concrètes, et notamment les chefs d'entreprise en parlent dans le Figaro cette semaine, ils expriment leur colère et face à des politiques qui jugent totalement déconnectés. Est-ce que vous avez le sentiment, en tant que, encore une fois, ancien président de l'Assemblée, vous avez connu les arcanes vraiment de l'hémicycle, les députés aujourd'hui, est-ce qu'ils sont à la hauteur ? Alors, je crois surtout que l'Assemblée nationale d'aujourd'hui ne ressemble plus du tout à celle que j'ai connue sous trois présidents différents. Je l'ai connue sous Nicolas Sarkozy, sous François Hollande et sous Emmanuel Macron. Et vous en avez été le président sous Emmanuel Macron. Voilà, et j'ai aussi été membre de la Commission des Finances pendant 5 ans, sous Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qui a changé? Les députés sont moins responsables aujourd'hui qu'ils ne l'étaient à l'époque? Je pense qu'on a surtout une Assemblée qui est totalement dérégulée. Il n'y a plus de régulation. Or, les débats, si on veut qu'ils soient productifs, si on veut qu'ils soient fructueux, qu'ils amènent à produire des décisions, eh bien, il faut qu'ils soient régulés. Je le disais quand j'étais président de l'Assemblée nationale. Déjà à l'époque, je disais, mais l'Assemblée nationale, c'est pas une AG étudiante. C'est pas les AG étudiantes de 68. Alors on a l'impression que la France insoumise, c'est ce qu'elle veut. C'est devenu ça aujourd'hui? On débat, mais on ne décide pas. Et je disais toujours, quand j'étais président de l'Assemblée nationale aux députés, l'Assemblée débat et décide. Le Parlement débat et décide. S'il ne débat pas, évidemment, prendre des décisions sans débattre, ça, ce n'est pas normal. Mais débattre sans décider, ça veut dire que le Parlement ne sert à rien. Et donc, il faut que, moi, j'appelle encore une fois les députés à un esprit de responsabilité. Il faut se ressaisir un peu, parce qu'il y a encore plus d'1 an avant l'élection présidentielle et sans doute des élections législatives. Il y aura encore un budget à voter pour l'année prochaine, pour l'année 2027. Donc, il faut quand même que l'Assemblée nationale régule un peu les débats. Et donc, de ce point de vue-là, d'ailleurs, ce serait bien qu'il y ait des négociations, mais des négociations qui amènent à des accords, et à la fin, on vote pour ce que l'on a négocié. Alors, en l'état, les négociations, d'ailleurs, ne se passent pas toujours bien. Vous avez vu que, dans ce cadre, vos anciens alliés politiques, les écologistes, ont dénoncé un chantage au vote venant de Matignon sur ce projet de loi. Oui, mais enfin, eux, ils ont fait un chantage à la dépense. Voilà. C'est-à-dire, si vous n'augmentez pas les dépenses de santé plus que l'inflation, on ne vote pas. Enfin, on ne s'abstient pas, vous vous rendez compte. D'ailleurs, c'est très frappant. Le vote qui a eu lieu, le dernier amendement qui a encore été déposé par le gouvernement juste avant le vote global, alors là, comme on dit, les dépenses vont augmenter plus que prévu, alors là, on a une large majorité. Là, on a plus de 260 députés qui votent pour, et il y en a que 64, il faudrait d'ailleurs les montrer, les 64 qui courageusement ont dit, non, on ne peut pas indéfiniment augmenter les dépenses, parce qu'à la fin, ça se paye par des augmentations d'impôts. Mais sur cette affaire, ce que dit Cyrielle Châtelain, la patronne des députés écologistes, elle accuse un membre du cabinet de Sébastien Lecornu d'avoir mis la pression sur des entreprises pour qu'à leur tour, elles pressent les députés écologistes de voter en faveur du budget. Ça, c'est du complotisme. Il faut qu'ils arrêtent. Il n'y a pas besoin de mettre une quelconque pression politique sur les entreprises, parce que les chefs d'entreprise que je côtoie au quotidien dans mes activités professionnelles d'aujourd'hui, et en tant qu'entrepreneur aux côtés des entrepreneurs, et notamment sur la recherche de financement, je peux vous dire que les entreprises, elles voient les conséquences, 1, de l'instabilité politique, 2, du manque de décision. Il y a des tas de sujets qui sont en attente de décision. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais la politique énergétique de la France est en état de suspension. On ne prend plus de décision depuis quasiment 2 ans. On va y revenir. C'est dramatique. C'est quand même l'avenir de la France qui se joue sur des sujets majeurs comme l'énergie, mais le logement. Regardez ce qui se passe dans le logement. Est-ce que vous avez le sentiment, la construction s'est effondrée et personne ne s'en occupe. Il y a un risque aujourd'hui que l'on réduise les déficits sur le dos de cette politique énergétique, et notamment de la politique énergétique et
Et environnementale également ? Alors, ma crainte principale, c'est surtout qu'on ne décide pas, qu'on renvoie toujours à plus tard les décisions. On a vu là aussi, sur l'énergie, des débats au Parlement qui étaient quand même, avant l'été, qui étaient catastrophiques. Des gens qui votaient comme ça, par un simple amendement, l'arrêt total des énergies renouvelables, sans se rendre compte des conséquences que ça allait avoir sur les territoires de France, partout en France. Alors, évidemment, qu'il y ait des réflexions, qu'il y ait du débat, c'est normal, mais on ne peut pas prendre des décisions aussi importantes comme ça, comme disait un ancien Premier ministre, lors d'une nuit sans lune à l'Assemblée nationale. Il faut quand même que les choses soient régulées. Je vous rappelle que, normalement, c'est obligatoire, par exemple, de faire une étude d'impact avant de voter une loi. Il faut y penser quand même aussi quand on propose des amendements majeurs et qui changeraient complètement la politique, par exemple, de l'énergie. Alors, il y a des institutions qui réalisent un certain nombre d'études justement sur tous ces sujets. La Cour des comptes publiait un rapport au mois de septembre sur le coût justement de l'inaction climatique. Et il disait le coût de la transition est bien inférieur à celui de l'inaction. Il pointe du doigt notamment l'intensification des événements météo, toutes les conséquences de la pollution sur la santé, etc. Mais c'est vrai que quand on regarde ce que pensent les Français, certains voient au contraire l'écologie comme quelque chose d'abord de coûteux et ensuite de contraignant. Est-ce qu'on a aujourd'hui les moyens de mettre en œuvre la politique qui est prônée par un certain nombre de dirigeants ? Mais je comprends cette réaction de beaucoup de Français. Il y a même aujourd'hui une réaction de rejet sur beaucoup de sujets écologiques. Regardez la voiture électrique, des sujets comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le discours écolo, si vous me permettez cette expression, c'est-à-dire le discours écolo du parti Europe Écologie Les Verts, de ses députés, de ses responsables, Marine Tondelier, Sandrine Rousseau, le discours des ONG écolos, c'est un discours à la fois catastrophiste et en même temps ultra radical. Donc les décisions ne vont jamais assez loin. Il faudrait toujours en faire plus vite, plus fort et en général, beaucoup plus coûteux. Donc ça, évidemment, ça finit par susciter du rejet. Alors que si on prend le temps de dire on va transformer les choses, car il faut le faire sur le climat, il ne faut pas se défausser, et on va le faire progressivement, et c'est grâce à un changement progressif qu'il sera profond et durable, alors ça marche. Je parlais de la voiture électrique, on voit bien qu'il y a beaucoup d'hésitation chez les Français, mais pas que les Français, les Allemands, les Américains, et ainsi de suite. Mais il y a aussi une montée en puissance. Maintenant, là, au mois de novembre, par exemple, c'est les derniers chiffres, 26% des voitures neuves vendues en France sont électriques. C'est-à-dire qu'on a progressé. Donc après des moments d'hésitation, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui disent « si vous nous laissez le temps, si vous nous laissez nous approprier ces nouvelles technologies », c'est pareil sur les pompes à chaleur pour le chauffage, par exemple, eh bien à ce moment-là, oui, on voit l'avantage, oui, on va le faire progressivement parce que ça coûte de l'argent et à ce moment-là, ça marche. Alors, vous parlez justement de notre politique énergétique. Dans son dernier bilan prévisionnel publié justement cette semaine, hier, les experts donc du gestionnaire de réseau de transport d'électricité pointent du doigt la surcapacité de production d'électricité en France. Est-ce que c'est pas le signe quand même qu'aujourd'hui, on met l'argent là où il ne faut pas ? C'est surtout qu'on a parié. Il y a déjà plus de 5 ans, moi quand j'étais ministre, on me disait mais il va y avoir une explosion de la consommation d'électricité. Vous voulez faire des voitures électriques, vous voulez faire des pompes à chaleur électriques au lieu de faire du chauffage au gaz ou au fioul, mais vous n'aurez pas assez de centrales, mais vous n'aurez pas assez de moyens de production. Donc on poussait pour augmenter la production d'électricité. Moi je disais allons-y progressivement parce qu'il faut quand même que évidemment ces changements ils vont se faire progressivement, que ce soit chez les consommateurs ou que ce soit dans les entreprises. Bon, à l'époque on m'accusait de ne pas être assez ambitieux. Mais aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, la consommation d'électricité en France aujourd'hui est inférieure à ce qu'elle était en 2019. Et c'est en donc, il faut faire les choses. RTE prône justement pour une plus grande électrification des usages. Évidemment, mais c'est vraiment l'intérêt à la fois pour le climat, c'est l'intérêt des Français, des consommateurs, parce que souvent c'est moins cher. Faites le calcul. 100 km avec une voiture électrique, ça coûte moins cher que 100 km avec une voiture à essence. C'est aussi l'intérêt de l'économie française, car en France, nous produisons de l'électricité. Nous devrions être fiers d'ailleurs d'être un grand pays producteur d'électricité décarbonée. 95%, nous sommes le seul pays d'Europe, sans doute avec la Suède et la Finlande, à avoir un aussi bon résultat sur la production d'électricité. Est-ce qu'il faut, selon vous, tendre vers le tout électrique ? En tout cas, il faut jamais être dans le tout. Je crois que d'une manière générale, la pluralité des solutions technologiques est toujours utile. Mais il faut quand même massifier un certain nombre d'usages électriques, car encore une fois, ce sera bon pour la planète, bon pour le porte-monnaie et bon pour l'économie française.
Dans l'actualité cette semaine également, le feuilleton qui continue autour de la construction de l'autoroute A69, censée relier Castres à Toulouse. La Cour administrative d'appel de Toulouse doit se prononcer dans les prochaines heures, sur l'arrêt des travaux ordonnés par le tribunal administratif au mois de février dernier. Hier, le rapporteur public se prononce en faveur de la poursuite du chantier. Ce serait quand même un sacré rebondissement. Est-ce que c'est à vos yeux un soulagement ? C'est surtout que ce serait logique. On a là un projet qui a fait l'objet d'énormément d'études, énormément de procédures publiques, faisant l'objet de débats, faisant l'objet de contestations juridiques. Et on ne peut pas, en France comme ailleurs, être dans la contestation permanente et sans fin. Il faut savoir terminer une procédure. Il faut savoir terminer les contentieux. Et ce n'est pas normal qu'il soit possible encore de contester une décision alors que le chantier a commencé et que tout a été fait dans les règles. Alors, vous savez, la décision, je l'avais dit moi-même et j'avais fait une tribune dans le Figaro d'ailleurs sur ce sujet. Et vous étiez venu nous en parler en plateau lorsqu'il y avait eu la décision du tribunal administratif, il fallait la lire. Cette décision, elle était quand même, permettez-moi l'expression, elle n'était pas piquée des verres, c'est le cas de le dire. Et franchement, si on pouvait remettre les choses à l'endroit, ce serait bien, mais c'est pas à moi de donner des conseils à la Cour administrative d'appel, mais enfin, ce serait quand même logique qu'on remette les choses à l'endroit. C'est un long feuilleton judiciaire qui n'a que trop duré, qu'on aurait dû éviter. Oui, et surtout, on devrait en tirer des leçons. On devrait en tirer des leçons pour l'ensemble des projets, quels qu'ils soient. J'avais eu un débat un jour avec David Cormand, qui est l'ancien chef des Verts, qui est député européen des Verts au Parlement européen. Il dit « Non, mais il faut toujours pouvoir faire le maximum de procédures parce que c'est ça qui permet de défendre l'écologie. » Mais je lui ai dit « Mais il y a des projets écologiques qui sont arrêtés à cause de ça. Moi, je l'ai connu quand j'étais adjoint au maire de Nantes en charge des transports. On avait des projets de tramway qui étaient stoppés à cause de cette maladie, car pour moi, c'est une maladie de procédures sans fin. On a des projets d'éoliennes, on a des projets dans différents domaines qui sont arrêtés pour des histoires de procédures. Donc, il faudrait faire en sorte de diminuer les recours administratifs. Oui, et d'ailleurs, Arnaud Gossement, qui est avocat en droit de l'environnement, quand moi j'étais ministre, je lui avais confié une mission pour dire comment on peut faire en sorte qu'il y ait des procédures claires qui évidemment permettent aux citoyens de faire des recours, permettent aux associations de faire des recours. Mais à un moment donné, quand le permis a été accordé, et que les recours ont été purgés, comme on dit, qu'il ne se soit plus possible de contester. Parce que là, on revient à un autre sujet, une fois encore, qui est l'économie. C'est parce qu'on sacrifie des pans entiers de développement économique à cause de cela. On retarde des tas de projets. Or, il y a un vieil adage qui dit « le temps, c'est de l'argent ». Donc, vous savez que pour une entreprise, le temps, c'est de l'argent. Si un projet est retardé d'1 an, 2 ans, 3 ans, c'est de l'argent perdu. Quand on voit ces associations de militants qui s'expriment, qui viennent manifester, qui viennent bloquer également, est-ce que c'est pas justement à l'inverse... C'est des serial bloqueurs, si vous me permettez l'expression. Oui, mais est-ce que pour autant, c'est pas à l'inverse quand même le signe d'un certain nombre de citoyens qui ne se sentent aujourd'hui pas suffisamment entendus et qui donc n'ont, j'allais dire, plus que la voie judiciaire pour pouvoir faire avancer leurs arguments. Non, il ne faut pas confondre. D'abord, il y a des militants radicaux, les soulèvements de la terre, qui étaient en première ligne contre ce projet, qui en général ne sont pas du tout de la région concernée, qui débarquent là, parfois ils font une ZAD, etc. On a connu ça évidemment à Notre-Dame-des-Landes, à côté de Nantes, et donc ils s'opposent parce qu'en fait, eux, ils s'opposent à l'économie de marché, ils s'opposent à l'État, ils s'opposent au fait qu'on puisse avoir du développement économique parce qu'ils sont pour la décroissance. Et il faudra bien qu'en France, un jour, on ait un débat clair, précis, j'espère qu'en 2027, pour l'élection présidentielle, ce sera le cas, oui ou non à l'écologie de la décroissance, oui ou non à l'écologie de la croissance verte. Voilà le vrai débat pour moi. Et on le retrouve sur tous les sujets. Et puis au-delà de ça, il y a des associations, je pense notamment à France Nature Environnement, qui vient d'embaucher l'ancien directeur de Greenpeace, Jean-François Julliard, ce qui est assez inquiétant parce que ça veut dire qu'une vieille association environnementaliste comme France Nature Environnement est en train de basculer vers l'activisme et vers le juridisme. Et ils ne s'en cachent pas. Ils disent voilà, on va faire du juridisme systématiquement. Parce que d'abord, ça permet de contester tous les projets, de les retarder, d'avoir du poids, mais aussi parfois d'encaisser des indemnités judiciaires. Vous avez vu que dans ce dossier de la 69, le député du Tarn, Ensemble pour la République, Jean Terlier, lui, il a réagi et il dit non seulement il faut reprendre les travaux, vous êtes d'accord avec lui, mais il faut également poursuivre l'autoroute au-delà de Castres, sans préciser d'ailleurs jusqu'où cela pourrait aller. Votre point de vue sur ce sujet? Alors là, je ne connais pas, au-delà de Castres, je connais bien le sujet de Toulouse-Castres, mais au-delà de Castres, je ne connais pas. Mais c'est sûr que notre pays, qui a plus de 13 000 km d'autoroutes concédées, en Bretagne, par exemple, vous avez des autoroutes gratuites, mais dans la plupart des régions, c'est des autoroutes à péage. Alors 13 000 km d'autoroutes, il faut quand même garder le sens de la mesure, il y a 350 000 km de routes départementales. Et je ne compte pas toutes les routes communales. Donc l'essentiel du réseau routier français, c'est des petites routes. Mais on a besoin d'un certain nombre d'axes de transport, on le sait bien. C'est vrai pour le ferroviaire, c'est vrai pour la voiture. Et aujourd'hui,
on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, avec le développement de la voiture électrique, demain des camions électriques, des cars électriques, on aura des routes décarbonées. On aura des routes qui n'émettront pas de CO2. C'est pour ça du trafic routier qui n'émettra pas de CO2. C'est pour ça que l'argument qui était celui du tribunal administratif en première instance contre la 69 était quand même particulièrement choquant parce qu'il était complètement anachronique. Il faisait comme s'il n'y avait aucun progrès technologique dans les transports. Or aujourd'hui, il y a énormément de progrès technologiques qui permettent d'avoir un trafic routier décarboné, sans émission de CO2. Dernière question rapidement, François de Rugy. Vous évoquez tout à l'heure les soulèvements de la Terre. Vous avez vu qu'à l'occasion de la fête des Lumières le week-end dernier à Lyon, des militants se revendiquant de cette association pro-environnement, les soulèvements de la Terre, donc, ont diffusé des messages anti-police, des messages sur la mairie de Lyon et qui appellent notamment qui disent en tous les cas la police tue. Qu'est-ce que ça vous inspire et notamment cette mue de certains militants écologistes avec donc des combats contre la police, des combats pro-Gaza qui n'ont en définitive, en réalité, absolument rien à voir avec la raison même pour laquelle, en l'occurrence, cette association avait été fondée au moment de Notre-Dame-des-Landes. Oui, c'est ce que j'ai dénoncé quand j'ai quitté les Verts il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans. Et j'ai dit, il y a une course à la radicalité, c'est plus radical que moi tu meurs, tous les jours il faut une surenchère, mais en plus, en fait, la priorité n'est plus l'écologie. L'écologie n'est qu'un prétexte pour faire un combat contre l'État, contre l'autorité de l'État, donc évidemment la police, mais aussi les institutions politiques, légitimes, élues. C'est quand même aux gens élus de prendre des décisions. C'est pas aux juges et c'est pas aux associations. Les juges sont là pour vérifier que la procédure est bien menée, mais c'est pas eux qui doivent prendre les décisions. C'était ça aussi le problème de la décision en première instance du tribunal sur la 69. Elles prennent trop de place aujourd'hui, ces associations. Et par ailleurs, ces associations mènent un combat contre l'économie de marché, contre les entreprises, c'est évident, contre le capitalisme. C'est ça leur vrai objet. L'écologie n'est qu'un prétexte. Merci François de Rugy. Merci beaucoup. On continue évidemment de suivre ces débats de près. Je rappelle votre dernier livre également sur toutes ces thématiques, comment la technologie peut sauver la planète, sortir de la paralysie de la peur, publié au mois de février 2025. Vous étiez venu à l'époque nous en parler en plateau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On ouvre notre page de politique étrangère à présent. Vous en avez probablement entendu parler. L'administration Trump a publié vendredi dernier un document très important, supposé redéfinir sa stratégie de sécurité nationale, un texte qui couche sur le papier l'offensive lancée par Washington depuis des mois contre l'Europe. On en parle dans un instant avec Pierre Lelouch. Écoutez d'abord l'analyse de l'éditorialiste Mathieu Boccoté. Je ne suis pas certain de voir de la condescendance américaine dans ce document. Dans ce document, c'est assez particulier. Je suis de ceux qui disent que l'Union européenne est à la civilisation européenne ce que l'URSS était à la Russie. C'est-à-dire une contrefaçon idéologique qui s'empare d'un très beau mot, l'Europe, pour le mettre au service d'un projet d'expérimentation sociale, idéologique, qui se déploie dans sa phase actuelle depuis une quarantaine d'années. Et de ce point de vue, je vois moins dans la doctrine qu'exprime la Maison-Blanche une condamnation de la civilisation européenne, loin de là. D'ailleurs, il y a un attachement pour la civilisation européenne. Lorsqu'on dit « l'Europe ne sera plus européenne dans 20 ans si la tendance se maintient », donc j'y vois davantage le souci d'un ami davantage qu'une ingérence. Oui. Par ailleurs, les Américains, ça ne date pas d'hier, si on veut parler d'ingérence, les Américains, ça ne date pas d'hier qu'ils se mêlent d'un peu de tout partout dans le monde, c'est un fait, mais là, c'est davantage l'expression d'une doctrine géopolitique, davantage qu'une ingérence directe dans les affaires européennes. Bonjour Pierre Lelouch. Bonjour. Merci d'être avec nous. On a commencé la discussion en antenne. Ancien ministre, ancien président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, vous avez publié Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde. C'était en octobre 2024. Vous étiez là aussi venu nous en parler en plateau à l'époque. Une nouvelle version qui sort en janvier. Et qui sort en janvier. L'édition de poche. On est en plein dedans. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de l'éditorialiste Mathieu Boccoté qui dit qu'il voit davantage dans cette attitude des États-Unis celle d'un ami que celle d'une ingérence dans nos affaires? Non, c'est... Bon, comment vous dire je ne sais pas si c'est ami ou pas ami. C'est pas une... C'est le style de Trump. Il fait de la politique étrangère pour dire que lui a des résultats, tandis que les autres, regardez-les, ils sont en train de sombrer. Mais le problème, si vous voulez, c'est que il n'a pas tort. C'est ça le sujet. Moi, je veux bien qu'on casse le thermomètre et qu'on casse Trump et MAGA et tout ça, mais quand même, ce qu'il dénonce, à savoir un système démocratique qui commence à être dévoyé, où on peut, par exemple, en France, interdire une chaîne de télé. Moi, j'en suis toujours pas revenu, si vous voulez, de ça. Oui, vous faites référence à la fermeture de la chaîne C8. Mais oui. Où un président de la République peut parler d'un label qui dit le vrai, qui dit faux. Enfin, je veux dire, on
est chez les fous. C'était Quand on connaît l'histoire de la liberté de la presse en France depuis la Révolution jusqu'à la loi de 1905, c'est inacceptable d'entendre des trucs pareils. Quand il parle d'un Paris qui a changé complètement de mine à cause de l'immigration, de la saleté, etc., mais c'est le vécu des Parisiens. Et c'est vrai que Paris, c'est pas le Paris qu'il a aimé et qu'il a connu. Quand il dit que l'Europe est en train de risquer l'effacement de sa civilisation à cause de l'immigration de masse, moi je dis la même chose, si vous voulez. J'ai pas attendu Trump pour me l'apprendre. Donc il a ce constat qui fait mal, mais c'est un constat sur lequel nous devrions, nous, réagir. Au lieu de dénoncer, je veux bien qu'on dénonce Trump, j'ai vu des ministres dire c'est pas bien, tout. Je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est que il décrit une classe politique européenne qui est complètement perdue par rapport aux défis du moment, et notamment comment est-ce qu'on termine la guerre d'Ukraine, qui ne prend pas les décisions, qui est en panique. Mais tout ça est, hélas, vrai. J'aimerais que ce soit l'inverse. Moi, quand j'ai fini mes études à Harvard, il y a une 50aine d'années aujourd'hui, l'Amérique était engluée dans la guerre du Vietnam, elle était dans le Watergate, et les jeunes Européens de l'époque, dont j'étais, n'avaient qu'une idée, c'était de rentrer en Europe, la France, l'Europe, c'était l'avenir. Aujourd'hui, si j'avais 20 ans, je me poserais des questions. C'est plus la même Europe. Donc vous n'avez pas été surpris par la teneur de ce texte et le peu d'égard à l'égard de justement de l'Union européenne? Si, parce que, attendez, le texte, il est extrêmement important. Il signifie ni plus ni moins que la fin de l'Alliance Atlantique. Vous avez un président américain qui se présente comme médiateur entre l'Europe et la Russie qui n'est même pas à ses yeux d'ailleurs l'agresseur en Ukraine, alors que c'est l'agresseur. Quoi qu'on en pense sur les origines de cette affaire, ce que je décris dans mon livre, on a aussi nos parts de responsabilité, mais il y a quand même un agresseur. Trump ne désigne pas l'agresseur, il se présente comme le médiateur entre l'Ukraine et la Russie. L'Europe n'existe même pas à ses yeux dans cette affaire. Et il s'en prend effectivement à l'Union européenne quelques jours après la publication par Washington de cette nouvelle stratégie. C'était vendredi soir. Le président américain en a rajouté une couche. Lundi, devant la presse, il a une nouvelle fois ciblé l'Union européenne. On l'écoute. Look, Europe has to be very careful. We're doing a lot of things. We want to keep Europe. Europe is going in some bad directions. It's very bad for the people. We don't want Europe to change so much. They're going in some very bad direction. Il y a deux lectures à ces déclarations. Celle d'un Donald Trump condescendant qui clairement, pardonnez-moi l'expression, qui se paye une nouvelle fois l'Europe, et celle d'un allié qui reconnaît qu'il a encore besoin de nous et qui dit nous avons besoin que l'Europe arrête de changer comme cela. Oui, mais je pense que c'est la deuxième version. Il n'est pas anti-Europe. Il décrit une situation. Bon, ce qui est important de comprendre, c'est de replacer l'Europe dans sa vision globale du système. Bon, il est en train de dire quoi? Moi, je fais une politique MAGA, l'Amérique d'abord. Ça vaut aussi en politique extérieure. Donc voilà ma réflexion stratégique. Il préface le papier de 33 pages, il est préfacé par Trump. Et il dit voilà ma politique étrangère. C'est quoi ma priorité? C'est mon hémisphère, c'est-à-dire l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. C'est pour ça qu'il est en ce moment en face de Maduro, au Venezuela, avec une armada considérable. Il veut reprendre le contrôle de l'Amérique du Nord avec le Canada qu'il écrase sur les droits de douane en disant « vous avez vocation à rejoindre les États-Unis ». Et au Sud, qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak, elle reste depuis 30 ans? Il se passe que les Chinois sont devenus les premiers partenaires de l'Amérique du Sud. Je ne sais pas si vous le savez, mais ils sont dominants économiquement en Amérique du Sud. Ils sont en train de construire des ports, y compris au Pérou, et ça, les Américains ne peuvent pas l'accepter. Donc, il ressort nommément la doctrine Monroe. Donc, priorité numéro 1, je contrôle mon hémisphère, et puis peut-être le Canada et le Groenland, Panama, tout ça, c'est dans sa logique. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je décris ce qu'il pense. Une fois qu'on a dit ça, quelles sont les autres régions? Les autres régions, elles ont vocation à se débrouiller toutes seules. Nous, on reste alliés, mais elles ont vocation à se prendre en charge. C'est le cas en Asie, c'est le cas au Moyen-Orient, ils considèrent que la paix a été réglée grâce à lui. Et en Europe, prenez-vous en charge. Et moi, je suis là pour faire la paix sur l'Ukraine, en direct avec Poutine, et vous n'êtes pas là, vous n'avez même pas un strapontin. Est-ce que ça, en réalité, ça n'existe pas déjà depuis des années? Et ce qu'il fait dans ce document, c'est qu'il vient graver dans le marbre une position qui, en réalité, était déjà celle des États-Unis depuis Donald Trump, même depuis ses prédécesseurs. C'est fondamentalement ça, les États-Unis, depuis la naissance des États-Unis, avec cette
cette chose qui s'est passée dans les années 50, avec la guerre de Corée, l'Amérique est revenue en Europe. Et donc nous, Européens, nous deux, mais plein de gens, tous ceux qui ont moins de 80 ans ont été biberonnés à la sécurité américaine. Donc, l'Amérique fait partie du paysage européen, c'est elle qui assure la sécurité de l'ensemble. Et là, il vient dire, non, c'est fini. C'est fini, you're on your own, comme ils disent, vous vous débrouillez, c'est à vous de gérer les suites de la guerre d'Ukraine. Moi, je veux bien y mettre fin, par un accord avec Poutine, en liaison avec les Ukrainiens, mais les Européens, après, ils doivent payer pour la reconstruction, c'est leur affaire. Donc voilà, c'est ça la politique. Donc pour nous, Européens, et c'est ce qui explique la panique absolue des gouvernements européens, c'est qu'ils ne savent pas faire. Depuis 80 ans, ils savent que la défense, elle est assurée par les États-Unis. C'est plus le cas. Donc, immédiatement, comment est-ce qu'on paye la guerre en Ukraine ? Nous, on pense, en France et ailleurs, qu'il faut continuer la guerre. Il faut, comme a dit le président de la République, il faut continuer l'effort de guerre. Bon, c'est facile, c'est pas nous qui mourrons, c'est les Ukrainiens qui meurent. Mais bon, on va faire l'effort de guerre. Mais avec quel argent ? Il n'y a plus un rond. Il n'y a pas un rond en France, vous avez vu. On a un président qui dit... C'est ce hiatus qui est le plus spectaculaire. Vous avez un président qui fait le kéké à Londres avec ses collègues en faisant comme ça, le pouce à Zelensky, etc. On s'occupe de vous. Et derrière, vous avez un gouvernement qui après des compromis 4e République, finit au bout de plusieurs semaines à présenter un budget de la Sécu en déficit de 20 ou 30 milliards. On ne sait pas. Alors donc justement, on a un pays... Dans ce document, Donald Trump, il parle effectivement des conséquences de la guerre, il parle de la redéfinition des rapports stratégiques à l'échelle internationale. Mais il s'en prend à l'Union européenne, à la France. Il parle notamment de la gestion de l'immigration. Et il dit, d'ailleurs, ceci pour reprendre cette interview aux médias Politico, quand vous regardez Paris, c'est un endroit totalement différent. Moi, j'adorais Paris à l'époque. Et il dit, pour certaines raisons, eh bien, les dirigeants européens veulent être politiquement corrects et ne veulent pas renvoyer les personnes migrantes de là où elles viennent. C'est quand même du Trump dans le texte. Ben oui. Mais, bon, il y a plein de gens... à Paris qui serait d'accord avec ce constat. Quel est l'effet recherché par le président américain ? Qui suis d'un Parisien depuis toujours, ma ville a changé. Mais est-ce que c'est au président des États-Unis de dire cela ? Mais pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le droit de le dire ? Beaucoup disent, attendez, c'est une ingérence, Donald Trump, on ne lui demande pas son avis sur la manière dont on gère nos frontières. On passe notre temps à dire que les Russes vivent sous une dictature. Pardon. Je vous en prie, avoir le téléphone sur mode avion. Je me suis trompé. Oui, sur les propos de Donald Trump, beaucoup fustigent depuis quelques jours l'ingérence américaine dans nos politiques, notamment les politiques migratoires. Mais je ne crois pas. Si vous voulez, quand on regarde les statistiques de l'immigration dans le monde, on parle de plusieurs centaines de millions de personnes. Il y a une organisation internationale qui s'occupe de ça, et donc je lis les résultats. C'est consternant. Il y a des centaines de millions de personnes qui sont en mouvement dans le monde, donc c'est un vrai défi pour tout le monde, pour les États-Unis, pour toutes les nations développées, et pour l'Europe, qui est particulièrement, et la France, qui est la plus généreuse à l'intérieur de l'ensemble de pays le plus généreux au monde. Donc il y aura un problème, bien sûr. Il y a un problème à l'école, il y a un problème à l'hôpital, il y a un problème de logement, et c'est pas moi, c'est Michel Rocard qui dit on n'a pas... Vous avez vu le dernier arrêt de la Cour administrative sur l'asile, qui, de facto, donne le droit à toutes les femmes somaliennes de venir comme réfugiées politiques en France. Vous pouvez l'appliquer aussi aux femmes afghanes. Donc on a ouvert tellement les vannes sur l'immigration que oui, on est en phase de submersion, bien sûr. Est-ce que l'on a suffisamment conscience aujourd'hui en Europe de la redéfinition que ce texte et que toute la mise en œuvre par Donald Trump de ces nouvelles relations va engendrer sur des années ? C'est toute notre relation qui est aujourd'hui à redéfinir avec les États-Unis. Absolument. Et on a beaucoup de mal à faire ça, encore une fois, parce qu'on a été biberonné depuis 4 ans. Ma génération n'a connu que l'OTAN. Il va falloir à nouveau s'assumer en tant que puissance. Alors certains disent la souveraineté européenne comme le président de la République. Moi, je suis extrêmement sceptique. On va assister à une redéfinition du système européen. Dans mon livre, j'explique que la sortie de la guerre, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a 2 accélérateurs. Il y a l'élection de Trump, mais il y a surtout la guerre d'Ukraine. Et les 2 choses vont provoquer très probablement une cassure, voire la disparition de l'Union européenne telle qu'on la connaît, et à une réorganisation du système de sécurité en Europe dont on a perdu toute conscience, parce qu'encore une fois, il était garanti par un général américain qui commandait les forces,
un Européen qui commandait l'alliance politique. C'était ça, l'organisation de l'Europe. Et c'est dans cette structure-là qu'on a accueilli ensuite l'Europe de l'Est, puis l'Europe centrale, et que Bush a voulu pousser ce système jusqu'aux frontières de la Russie avec l'arrêt de la guerre d'Ukraine. Et ce qui est paradoxal... Une fois qu'on a un président américain qui dit « c'est fini, vous prenez en charge », ça veut dire que il va falloir réarmer, que le pays qui peut réarmer, c'est l'Allemagne, que très rapidement l'Allemagne va réémerger comme le pivot non seulement économique, mais militaire de l'Europe, qu'on va se retrouver dans une situation à peu près semblable à ce qui s'est passé après le traité de Versailles en 1918, où l'Allemagne redevient le pivot, les petits pays vont s'agréger autour de l'Allemagne, l'Angleterre et la France, et probablement l'Italie, vont être marginalisés. Et vous verrez que l'Allemagne reprendra des liens avec la Russie assez vite. Donc on sera dans une autre configuration stratégique. Avec un ordre mondial qui est en train de se redessiner totalement. Un ordre mondial auquel les États-Unis avaient pourtant largement contribué. C'est eux qui ont voulu, au début, à l'origine de l'Union européenne, l'OTAN, l'ONU. Quel est l'intérêt américain dans ce qui est en train de se passer, justement ? Il est en train de casser l'ensemble du système international. Oui. L'idée selon laquelle le système international doit fonctionner sur un ensemble de règles démocratiques et occidentales. Ce système est battu en brèche par beaucoup de pays qui n'en veulent plus et qui s'organisent. C'est ce que je dis aussi dans mon livre, c'est un basculement du monde vers un monde post-occidental. On voit, ce qui est très important, c'est cette alliance entre la Chine et la Russie, alliance sans limite, ils disent. Et autour de ça, autour de deux grandes organisations qui sont les BRICS et qui sont l'organisation de la coopération de Shanghai, ils sont en train de rassembler ce qu'ils appellent la majorité mondiale, c'est-à-dire les pays émergents qui en ont marre de nos leçons de morale, qui en ont marre des sanctions américaines, qui en ont marre de dépendre du dollar. Et progressivement, vous voyez apparaître des banques alternatives, des échanges qui se font en roupies indiennes ou autres pour échapper aux sanctions américaines. Les sanctions sur le pétrole sont contournées. Tout ça est en train de se mettre en place. Est-ce que c'est le début de l'effacement américain, clairement ? Non, de l'Amérique, non, parce qu'ils ont toujours cette capacité de rebond. Ils ont encore le dollar qui est la monnaie de réserve du monde. Et l'Amérique ne va pas être facilement... Elle sera en compétition avec la Chine. C'est d'ailleurs... La Chine, c'est le seul objet important de ces 33 pages américaines. Tout tourne autour de la compétition avec la Chine. Mais oui, l'Europe, elle est dans un risque d'effacement. Et dans ma version du mois de janvier de mon livre, je dis que, avant que le mot ait été utilisé par M. Trump, je dis que le danger de la France et de l'Europe, c'est l'effacement. Vous savez, les Chinois ont connu ce qu'ils appellent le siècle de l'humiliation, entre 1839 et 1949. Je crains pour ma part que le 21e siècle soit un siècle d'effacement pour l'Europe si on n'est pas capable de repenser tout le système de sécurité en Europe après l'OTAN. Parce que, à mes yeux, l'OTAN, ça y est, c'est terminé. Il va falloir penser à autre chose. Et penser vite. C'est là qu'on attend nos responsables politiques. Mais dans le cas de la France, ce qui est affreux, c'est que non seulement on ne pense pas, mais on n'a pas le premier sou pour le faire. Quand vous voyez le télescopage des discussions budgétaires à l'Assemblée nationale française et la vitesse à laquelle c'est en train de changer côté américain, côté russe, je me dis qu'on est mal. Il va falloir se réveiller et très vite. Et on suivra bien évidemment cela de près. Merci beaucoup Pierre Lelouch. Merci à vous. Retrouvez également votre tribune dans les pages du Figaro, dès ce soir sur le Figaro.fr et demain dans les pages du Figaro. Donc justement sur cette nouvelle stratégie de défense américaine, analyse à suivre. Et puis votre livre également Engrenage, donc en la nouvelle version au mois de janvier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Retour en France à présent, alors que les États-Unis brandissent le spectre de la disparition de l'Europe. Notre pays est toujours empêtré dans la bataille du budget. Alors comment en sommes-nous arrivés là? C'est toute la question que se pose le journaliste économique Éric Revel dans son dernier livre. On en parle avec lui dans un instant. Ce vote confirme d'abord quelque chose de très important. Il confirme le changement d'alliance du Parti socialiste qui décide donc de rejoindre le camp des soutiens au gouvernement. Et je rappelle qu'en démocratie, lorsqu'on vote un budget, on est donc dans la majorité et dans le soutien au gouvernement. Et lorsqu'on vote contre un budget, on se place dans l'opposition. Les Françaises et les Français pourront aller voir du côté de Laurent Wauquiez les 18 nouveaux membres du Parti socialiste, puisque nous avons 18 députés LR qui ont donc voté pour une hausse des taxes de 2,5 milliards d'euros et un déficit de la sécurité sociale qui de toute façon sera au-dessus de 20 milliards d'euros. Donc on a vraiment
les Républicains, qui ne ressemblaient déjà pas à grand-chose, qui ne ressemblent absolument plus à rien. Mais nous avons cherché à être utiles aux Françaises et aux Français, et je crois que nous n'avons trahi personne, et au contraire, nous sommes de ceux qui n'avons pas attendu un grand soir hypothétique pour obtenir des victoires. Dès lors qu'on rentre ou qu'on reste dans les postures, on est sûr qu'on n'a pas de compromis. Le compromis, c'est d'accepter que le texte final n'est pas celui dont nous aurions les uns et les autres rêvé. Ça veut dire aussi que personne n'a gagné. Personne n'a perdu, personne n'a gagné. Bonjour Éric Revel. Bonjour Timothée. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Vous êtes journaliste, docteur d'État en finance internationale et auteur donc de ce livre, c'est Mozart qu'on assassine, les fiascos de la décennie Macron aux éditions Ellipse, livre dans lequel vous dressez le premier bilan des années Macron. On va en parler en détail. D'abord l'actualité et nous entendions à l'instant les réactions des différents responsables politiques après l'adoption hier donc à l'Assemblée nationale de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale après un chemin semé d'embûches. Manifestement, Mozart a gagné un peu de répit. Alors Mozart a gagné un peu de répit, surtout Sébastien Lecornu qui a gagné un peu de répit. Ça oblige sans doute le président de la République à ne pas se poser la question d'une dissolution immédiate de l'Assemblée nationale. Mais sur le fond, pardonnez-moi, ça ne résout absolument aucun de nos problèmes, et notamment ceux de la sécurité sociale. On applaudit des deux mains ce budget qui est le budget de personne en réalité, entre ceux qui sont abstenus, les écologistes, Horizon d'Édouard Philippe, et ceux qui ont voté contre. On est tout content d'afficher un déficit en gros pour cette année de 19 milliards et demi, 20 milliards d'euros pour la sécurité sociale. Je rappelle quand même que dans un rapport de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, projette la dette de la sécurité sociale à l'horizon 2028 et parle de 180 milliards d'euros de dette pour la sécurité sociale. Ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on transmet une partie de la dette de la sécurité sociale à la CADES, la caisse d'amortissement de la sécurité sociale, mais en fait, c'est de la manipulation. Rien n'est résolu sur le fond. Alors ça permet à Lecornu et à son gouvernement d'être encore à Matignon et dans les ministères, mais pour le reste, rien n'est résolu. Je vais me faire l'avocat du diable, Éric Revel, mais est-ce que le spectre que l'on nous brandissait, c'était celui d'un déficit de 30 milliards si le texte n'était pas voté? Là, on est à 20 milliards. Est-ce qu'au fond, on n'a pas évité c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que tout le monde est content. Tout le monde est content. Oui, mais on a évité le pire. On a évité le pire. On verra comment on finance la sécurité sociale. Vous savez, le mot de la Cour des comptes, c'est quand même des finances sociales hors de contrôle. C'est ça le sujet. Alors peut-être qu'il faudra qu'on soit totalement dans le mur. Parce qu'au-delà de ça, vous dites, on a économisé 10 milliards de déficit. Oui, peut-être. Mais il n'y a pas de gel des pensions. Il n'y a pas de gel des prestations sociales. En fait, comme il n'y a aucune réforme de fond des dépenses sociales et qu'on a coupé un certain nombre de recettes supplémentaires, on est tout content, tout heureux de dire on n'aura que 20 milliards d'euros de déficit. Mais c'est considérable. Et 180 milliards de dette de la sécurité sociale, c'est considérable. Pour autant, d'un point de vue purement politique, et vous suivez cette actualité politique avec énormément d'assiduité, est-ce que quand on voit la situation dans laquelle étaient le gouvernement et le président de la République il y a quelques semaines, est-ce qu'ils ne sont pas en passe de réussir leur pari? Alors, on peut être positif, on peut se dire, peut-être qu'on assiste à quelque chose, à un nouveau parlementarisme. On peut se dire, il peut y avoir, faute de majorité relative ou absolue à l'Assemblée nationale, il peut y avoir des majorités de projets, il peut y avoir le début d'un consensus parlementaire, vous voyez, une sorte de compromis à l'allemande, où on apprend à l'Assemblée nationale à gouverner et à voter différemment. Mais moi, je ne pense pas du tout cela. Je pense que les députés, pour la plupart d'entre eux, ont trois questions qui les taraudent. La première, pour les appareils politiques, c'est la question des municipales au mois de mars prochain. La deuxième, pour les leaders politiques qui sont sur la course à 2027, c'est l'élection présidentielle. Puis la troisième, c'est et s'il y a dissolution, est-ce que je suis réélu? C'est pas je vais présenter un budget de la sécurité sociale qui se tienne. Ce sont les petits intérêts personnels qui priment, c'est ça que vous regrettez? Oui, puis les grandes échéances électorales, avec un Emmanuel Macron qui va essayer de survivre jusqu'en 2027. Et il y a Emmanuel Macron qui a donc, contre toute attente, décidé donc d'entériner sa réforme des retraites avec ce PLFSS. Ça avait déjà été annoncé, de suspendre, mais en réalité, cette réforme sera-t-elle un jour à nouveau mise en œuvre? Nous verrons bien. Non, donc il l'a pas entériné, il l'a suspendu. La seule réforme qui pouvait être mise à son crédit d'un point de vue économique, la réforme du système des retraites, qui doit être réformée, c'est indéniable. Et il l'a détruite. Vous qui avez enquêté justement dans ce livre sur ce premier bilan, sur ces 7-8 années depuis qu'il est au pouvoir, comment Emmanuel Macron a-t-il fini par y consentir?
Écoutez, il s'est mis dans une situation impossible. Au début, en même temps, je prends le meilleur de ce qui est à gauche et le meilleur de ce qui est à droite, ça pouvait être très séduisant. Mais en fait, ça n'a fait que radicaliser la vie parlementaire et publique et politique française. Et ça n'a fait que que dissoudre la majorité à l'Assemblée nationale. Souvenez-vous quand même que lorsqu'il est réélu, c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un président élu ou réélu n'a pas une majorité absolue à l'Assemblée nationale. En général, un président, quand il est élu, il a une majorité. Là, il a déjà qu'une majorité relative. Et avec cette majorité relative, il décide de la dissolution de l'Assemblée nationale, avec un tripartisme qui s'est installé, un bloc gauche et extrême gauche, un bloc central et un bloc droite nationale. Donc vous avez une Assemblée nationale qui n'est absolument, qui ne peut décider de rien, qui n'est d'accord sur rien. Ça, c'est le fruit de la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Est-ce qu'en ce sens, il ne sait pas s'aborder lui-même, Emmanuel Macron? Vous dites, c'est Mozart qu'on assassine, en l'occurrence, c'est cette funeste décision de cette dissolution, effectivement, de 2024, qui a sabordé totalement son second mandat. Bien sûr. Bon, d'abord, il n'a pas fait campagne pour le second mandat. Il a pas fait campagne. Il a juste parlé de la réforme des retraites. Et il vient de s'asseoir sur cette réforme des retraites. Mais en plus, c'est Mozart qu'on assassine. Vous savez, on l'avait décrit comme quelqu'un, comme un sachant en économie, en finance. Vous vous souvenez à l'époque des Alain Minc, des Jacques Attali n'avaient pas de mots assez valorisants pour expliquer quelle chance on avait d'avoir un président si jeune. Ancien banquier d'affaires. Mais est-ce qu'on a oublié que son livre programmatique s'appelle Révolution? Est-ce qu'on a oublié qu'il nous avait promis un nouveau monde? Est-ce qu'on a oublié qu'il nous avait promis la Start-up Nation? Et puis Mozart qu'on assassine, n'oubliez pas une chose, c'est à la fois le titre d'un roman célèbre de Gilbert Cesbron, mais c'est une phrase qui est passée dans le langage courant en français, reprise par Antoine de Saint-Exupéry. C'est Mozart qu'on assassine. Ça veut dire que dans chaque enfant, il y aurait potentiellement un petit Mozart qui sommeillerait, mais que les obstacles de la vie ou les obstacles politiques font que son potentiel est plus ou moins révélé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que par rapport aux attentes qu'il avait suscitées, il n'a pas révélé son potentiel à la tête de l'État. Et c'est en ce sens que vous dites dans ce livre qu'au fond, il est passé à côté de la fonction. Vous n'êtes pas tendre, et vous filez donc cette métaphore musicale, le requiem de Mozart de la finance en télé-réalité, la symphonie numéro 40 ou le naufrage économique, la flûte désenchantée et l'air du peuple en colère. Qu'est-ce qui lui a manqué à Emmanuel Macron justement pour confirmer les promesses qui avaient été placées en lui? Et si on devait le défendre, eh bien, on peut aussi rappeler qu'il a été le président de la guerre en Ukraine, qu'il a été le président également du Covid. Alors, il a été le président, de la guerre en Ukraine en s'opposant à la Russie, et il continue. D'ailleurs, le chemin est très escarpé, parce qu'en réalité, quel est le poids de l'Europe aujourd'hui dans les négociations entre Trump, Zelensky et Poutine? Je ne suis pas sûr que l'Europe, malheureusement, ou que la France pèse beaucoup. Ce qui lui a manqué, à mon avis, c'est d'abord une épaisseur politique. Il est arrivé, il n'avait pas d'expérience politique. Il ne connaissait pas les Français. Il n'a pas vu venir le mouvement des Gilets jaunes. Mais surtout, ce qui m'a frappé, puisque je commence par ce requiem, puisque c'est un pamphlet musical, où chaque tête de chapitre est précédée par une œuvre célèbre de Wolfgang Amadeus Mozart. Ce qui lui a manqué, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que l'idée qu'il a de lui-même sur tous les dossiers, alors certains parleront d'arrogance, en fait, a effacé totalement, son hubris a effacé totalement la fonction. Vous parlez effectivement énormément de l'hubris présidentielle dans ce livre. Vous pensez que c'est ça qui l'a fait passer à côté de la fonction? Vous savez, j'ai suivi pendant 5 ans les voyages présidentiels de François Mitterrand quand j'avais votre âge, mon cher Timothée. Je suis incapable de... Quoi qu'on pense de François Mitterrand, mais je suis incapable de vous dire quelle était la personnalité de François Mitterrand. Parce que sa personnalité était complètement absorbée par la fonction qui était la sienne à l'époque. J'ai l'impression qu'avec Emmanuel Macron, c'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que son hubris a effacé la fonction de président de la République. Et dans cette grande émission de 3 heures qu'il donne sur TF1, j'ai vu un président qui n'était plus président, qui était acculé à la fois sur son bilan et sur les questions que lui posait Gilles Boulot et d'autres, qu'il était acculé qu'en face de lui, il n'y avait plus cette distance qu'il devrait y avoir entre un président de la République et ceux qui l'interviewent. Mitterrand, pour ne pas le citer, disait « L'autorité est un mystère et le mystère est une distance ». Eh bien, j'ai l'impression que chez Emmanuel Macron, son hubris a gommé la fonction et qu'il n'y a ni mystère ni distance. Et pourtant, ça n'avait pas forcément si mal commencé. Quand on regarde justement, d'abord quand il est élu, il a la majorité absolue en 2017. Il n'a pas une très très large majorité absolue, mais enfin il l'a quand même. Je regardais la cote de popularité, son évolution depuis qu'il était élu en 2017, analysé chaque mois par le Figaro Magazine, le baromètre Verian. Voici donc ce baromètre.
Donc on voit une baisse, ça remonte ensuite au moment de 2020, ça c'est le Covid et de l'élection présidentielle, et ensuite ça chute complètement vraiment à partir du second quinquennat. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est grippé? Je pense qu'on a pris conscience du quoi qu'il en coûte, on a pris conscience de la dette que le pays accumulait. Vous savez, j'aime bien parce que les archives sont assassines. Le temps est assassin. Dans une interview, le candidat Macron expliquait qu'il allait faire 60 milliards d'euros d'économies. Je crois que c'était Jean-Jacques Bourdin qui l'interviewait à l'époque. Et Bourdin le relance en disant 60 milliards d'économies sur 5 ans. Il dit non, par an. Vous voyez, donc les promesses qu'il avait affichées, alors qu'il n'engage que ceux qui les écoutent, en fait, il a fait tellement de promesses, il a tellement placé la barre haute dans « vous allez voir ce que vous allez voir, je suis un président moderne, jeune, qui vous promet un nouveau monde avec en même temps », que la chute est forcément très vertigineuse et elle est symbolisée par la courbe que vous venez de montrer. Et vous dites d'ailleurs que l'image du Mozart de la finance, finalement, au fond, c'est un boulet pour lui et que ça s'est retourné contre lui. Bien sûr, bien sûr, parce que quand vous êtes affublé, ça me fait penser aussi à Alain Juppé, dont Jacques Chirac avait dit c'est le meilleur d'entre nous. Oui. Quand vous êtes de cette manière qualifié, forcément, les attentes sont énormes. Le problème, le pays avait déjà des problèmes avant lui. Je ne dis pas qu'il est responsable de l'intégralité de la dette, mais aujourd'hui, on a un déficit budgétaire, on a un déficit commercial. Rendez-vous compte, on avait 3 piliers forts qui assuraient un commerce français qui se tenait. C'était le luxe, l'aéronautique et l'agriculture. Pour la première fois depuis 50 ans, la balance commerciale agroalimentaire va être déficitaire. Donc en fait, on a un pays qui s'étiole, on a une autorité qui s'est étiolée, on a une insécurité qui est montée, on a la question de l'immigration qui est sur la table, n'en déplaise aux gens de gauche. Vous savez, j'ai lu dans le Monde récemment un éditorial d'un éditorialiste du Monde qui disait si la gauche veut reconquérir le vote populaire, il faut qu'elle aborde la question de l'immigration. Mais vous voyez bien qu'il y a... Voilà. Donc tout ça, en fait qu'aujourd'hui, Macron ne correspond plus aux sujets qui sont sur la table. Est-ce que ça n'est pas le propre d'un président sous la Ve République d'être impopulaire? On parlait tout à l'heure de cette courbe de confiance. Il a touché le fond avec 11% il y a quelques semaines. Il est aujourd'hui à 14% selon ce baromètre Verian pour le Figaro Magazine. 11%, c'est également le plancher atteint par François Hollande à son plus bas niveau. Oui, alors je ne sais pas si c'est une référence d'avoir... une telle cote de popularité. Mais vous avez raison, c'est qu'il y a un sport national en France, quand même. C'est qu'un président qui termine un mandat ou 2 mandats, en général, il est moins populaire à la fin de son mandat qu'au début. Vous savez, c'est la théorie des 3 L. C'est léchage, lâchage, lynchage. Bon, là, il est dans cette période. Mais où il ne manque pas de toupet, alors certains diront d'un certain courage, c'est qu'il dit, mais attendez, moi, je reviens en 2032. Vous y croyez à cela, vous ? Écoutez, qu'est-ce qui se passera? Il le dit lui-même, il a lui-même ouvert la porte dans une interview à TF1 il y a quelques mois. Bien sûr, j'en parle dans le livre, mais quelle sera la situation de la France en 2032? Quels seront les candidats potentiels élus ou réélus? Quelle sera la situation du monde? Est-ce qu'on est dans une séquence guerrière comme il l'affirme lui-même face à la Russie? Personne n'est capable de le dire, pardonnez-moi. Puis une élection présidentielle, vous savez, ça se cristallise 1 mois, 2 mois avant l'élection. Et dans ces 2 mois avant l'élection, il peut se passer plein d'événements qui vont dans un sens ou dans l'autre. Donc Emmanuel Macron est sans doute très fort, mais de là à pronostiquer qu'il sera de retour en 2032 et qu'il sera réélu en 2032, je demande à voir. Que restera-t-il selon vous des années Macron? Beaucoup d'espoir. Un jeune président qui devait renverser la table et qui finalement a fait de la vieille politique et n'a pas sorti le pays de l'ornière financière, budgétaire, économique, industrielle, sociale. Il y a 9 millions de pauvres en France, dans lequel le pays est embourbé aujourd'hui. Voilà ce qui restera. Alors, il y a des points positifs. Vous parliez de l'OTAN tout à l'heure. Bon, c'est vrai que ça a été l'un des premiers à dire que, dans une interview à The Economist en 2019, que l'OTAN était, alors c'est pas coma dépassé, mais était plus l'outil opérationnel pour assurer la sécurité en Europe. C'est vrai, il avait promis de reconstruire Notre-Dame en 5 ans, il l'a fait, tout en passant d'ailleurs au-dessus de tous nos blocages administratifs, qui sont... Ces blocages, l'une des principales raisons pour lesquelles le pays est embourbé. Eh bien, c'est le mérite de la franchise. Et ça tombe bien, c'est le principe de cette émission. Merci Éric Revel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est Mozart qu'on a senti les fiascos de la décennie Macron. Votre point de vue tranché sur l'héritage du président de la République, même si ce n'est pas encore terminé, il reste encore plusieurs mois. Le meilleur est devant nous, c'est ça. Enquête très intéressante, nous verrons bien. Intéressante et documentée, surtout publiée aux éditions Alice. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Point de vue revient bien sûr demain. J'aurai le plaisir de vous retrouver. Excellent après-midi à tous.